La décision de la compagnie Stellantis de produire son Jeep Compass aux États-Unis plutôt qu'à Brampton, en Ontario, continue de faire des vagues. La compagnie a pris cette décision-là, en fait, pour éviter les tarifs américains à la frontière. Il faut savoir que plus de 90 des véhicules assemblés au Canada sont envoyés justement chez nos voisins du Sud. On accueille notre trio du jeudi pour en parler. Carl, Amanda, Émilie, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, la pression grimpe de plus en plus sur Mark Carney. Certains lui demandent de prendre un ton peut-être un peu plus incisif face au président américain. On va écouter le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, suivi de M. Carney. My message to the Prime Minister when I meet him on Thursday is if you can't get a deal, let's start hitting him back. Let's start hitting the U.S. back hard. There's times to hit back and there's times to talk, and right now is the time to talk. Alors, il y a un temps pour être agressif, il y a un temps pour parler, et là, c'est le temps de continuer de discuter, nous dit Mark Carney. Êtes-vous d'accord avec ça, Carl? Est-ce que la stratégie fonctionne ou c'est le temps peut-être de riposter un peu plus durement? En tout cas, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais je ne suis pas certain qu'on va réussir à convaincre Mark Carney qu'on doit changer d'idée. Parce que, faut le rappeler, il a fait campagne en disant on va être plus agressif, on va se tenir debout, on va avoir les coudes bien hauts. Mais aussitôt arrivé après l'élection, sa stratégie a été de tenter d'amadouer, de flatter. On l'a vu lors de la rencontre à la Maison-Blanche. Et malheureusement, pour l'instant, c'est Donald Trump qui gagne. C'est Donald Trump qui réussit à attirer ses entreprises aux États-Unis. C'est son plan de match. Il l'a dit clairement. Et clairement, dans le cas de Chrysler Stellantis, bien, on a compris le message et on déménage nos pénates du côté américain. Oui, et le président de l'entreprise ne s'en cache pas. D'ailleurs, c'est directement pour ça qu'il a choisi d'investir massivement aux États-Unis. Amanda, est-ce que le premier ministre doit changer de plan de match, selon vous? C'est une situation très difficile et je suis vraiment contente que vous avez montré le clip de Doug Ford parce que, rappelons-nous, M. Ford parle très tough, mais rappelons-nous le 10 mars 2025, lorsque M. Ford a annoncé qu'il allait imposer une surtaxe d'électricité pour toute l'électricité exportée au Minnesota, New York et Michigan. Et le lendemain, Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, l'a téléphoné et tout de suite, M. Ford a reculé. Donc, c'est très difficile, c'est très délicat. Il disait qu'il ne voulait pas aggraver la situation. Et je pense que c'est ça que Mark Carney fait face à cette situation parce que le Canada a quand même des ententes très avantageuses et ne veut pas risquer de perdre ces avantages-là dans d'autres secteurs. Donc, on marche sur des œufs et c'est très, très délicat. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, il y avait des demandes de hausser le ton. Ça s'était calmé un peu, mais là, M. Ford revient à la charge avec ça. Cette fois-ci, Émilie, le sentez-vous quand même que la pression grimpe sur M. Carney? Peut-être que le temps est un peu plus compté pour lui? Les gens sont encore patients, mais à un moment donné, avec les mois qui s'écoulent, ils ne le seront peut-être pas indéfiniment. Présentement, je pense que Mark Carney fait le pari qu'il peut encore faire éliminer notamment les tarifs sur l'acier et l'aluminium, peut-être en négociant, comme nous en avons parlé la semaine dernière, un pipeline qui irait vers les États-Unis à partir de l'Alberta. Je pense qu'il fait encore ce pari-là, qu'il peut prendre ce coup de circuit-là possiblement. Il fait le pari aussi qu'il veut renégocier et sécuriser l'entente de libre-échange avec les États-Unis, hein? Parce que s'il se chicane trop avec Donald Trump avant de renouveler ça en 2026, il pourrait y avoir de graves problèmes, là, parce que présentement, la majeure partie de tout ce qu'on exporte, qu'on importe, là, il n'y a pas de tarif nulle part. Hein? On a une entente qui est très, très intéressante. Donc, le rapport de force politique, je pense que Mark Carney, les gens lui donnent encore le bénéfice du doute, mais peut-être que si en janvier, février, là, il n'y a aucun résultat, on est toujours en train de plier, et là, Mark Carney pourrait commencer à en payer le prix politique à ce moment-là. Oui, donc... l'hiver arrive, hein, Mathieu, et c'est le moment là, pour Doug Ford, si Mark Carney n'agit pas, de couper l'électricité. Exactement. Oui, exactement. Oui, je ne sais pas s'il va répéter la même tactique. C'est vous, Carl, je pense, qui disiez la semaine dernière, on parlait la semaine dernière d'une entente imminente avec le fameux pipeline, baisser les tarifs. Vous disiez, attendez, on n'a pas vu d'entente encore. Et là, voyez-vous, une semaine plus tard, on l'attend toujours, cette fameuse entente. Voilà.
C'est jamais décidé tant que c'est pas signé. Je vais vous entendre aussi sur les organismes francophones qu'on entend de plus en plus dans les derniers jours, les dernières semaines, qui s'inquiètent de ce qui s'en vient dans le budget fédéral du 4 novembre. Déjà, il y a des restrictions budgétaires avec des conséquences vraiment concrètes. On avait l'exemple hier du Collège nordique dans le nord du Canada qui s'est vu couper une bonne partie de son financement par Patrimoine canadien. D'autres organismes sont aussi préoccupés. On les écoute. C'est difficile de se prononcer n'ayant pas vu le budget, comme vous l'avez mentionné, mais j'aurais tendance à penser que notre cas ne sera pas un cas isolé. Donc l'avenir nous le dira, mais je suis inquiet pour la francophonie canadienne. Serrer la ceinture, certainement, mais serrer la ceinture d'une manière adéquate, une manière qui ne va pas encore plus effriter le tissu social, puis notre identité canadienne aussi. Curieux d'avoir votre lumière là-dessus. Amanda, est-ce que les francophones doivent s'inquiéter, selon vous, de ce qui s'en vient? Chaque session, chaque budget est très inquiétant. Je pense qu'on est toujours très inquiet de ce qui va se passer, surtout dans des temps comme qu'on vit aujourd'hui. Mais je pense que dans les derniers mois, il y a eu quand même des efforts des organisations et des députés à l'intérieur des caucus pour vraiment pousser et établir les listes des priorités, dire qu'est-ce qu'il faut protéger, quelles institutions il ne faut absolument pas toucher, où est-ce qu'on peut avoir des économies. Je pense qu'il y a un travail qui est fait. Certainement, lorsque j'ai été députée, j'ai fait partie de ces processus-là. Mais c'est quand même toujours inquiétant. Il faut continuer à pousser. Et moi, j'attends de voir le budget pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais dans les années passées, il n'y a pas eu tant de compression et je pense qu'il va y avoir quand même un effort de l'équipe du gouvernement pour ne pas toucher dans des secteurs essentiels et essentiels surtout pour les organisations francophones, les institutions, de ne pas toucher à ça. Oui, parce que c'est ça la grande question, c'est on va couper, là, je pense que tout le monde s'attend à ça, mais est-ce que les francophones vont être touchés de manière disproportionnée, Émilie? L'échéance, là, c'est le budget, comme Amanda vient de dire. Donc, si dans le budget, on a des coupures drastiques en francophonie, je pense que ça va être un drame. Sérieusement, s'il y a quelque chose qu'il faut protéger, et là, j'espère que justement, certaines personnes dans les caucus vont être suffisamment influents pour convaincre Mark Carney, parce que je pense que là, il ne faut pas couper, du moins pas couper dans tout ce qui est directement à la service à la population. Là. Couper dans des collèges francophones, c'est hallucinant. On peut comme pas faire ça. Donc, souvent, il y a des commandes qui sont passées par le politique de couper 15 du budget aux institutions fédérales. Ça dépend comment ils vont les faire, ces coupes-là. Mais moi, je dis couper dans les bureaux avant de couper les collèges francophones, là, parce que ça, c'est un réel drame. Mais je pense que c'est au budget qu'on va vraiment être fixé sur, à savoir si oui ou non, on demande des efforts du côté de Patrimoine canadien. On verra bien si les francophones seront coupés ou pas, mais je pense que ça ferait mal politiquement un peu partout au Canada s'ils allaient avec des coupures drastiques de ce côté-là. Donc, pas du mur à mur un peu à l'aveuglette, selon vous. Carl? Le problème, c'est pas une question nécessairement juste d'aller avec des coupures. Peut-être qu'il y en aura, comme on a vu dans l'exemple du Collège nordique, mais le problème, c'est que ces communautés-là sont déjà en mode sous-financement, sont déjà en mode où on a besoin d'un rattrapage. Et c'est l'engagement qu'a pris le gouvernement libéral en faisant adopter la nouvelle loi sur les langues officielles où on dit on va soutenir les institutions pour faire rayonner les communautés francophones à travers le pays. Or, est-ce qu'il y a une institution qui est plus importante pour faire rayonner les francophonies en milieu minoritaire que les écoles, les collèges, les universités? C'est vital pour leur épanouissement, pour leur survie. Et là, on commence déjà à sabrer avant même le dépôt du budget. Alors oui, on a raison d'être inquiet, malheureusement. L'austérité libérale s'en vient. Mark Carney l'a dit, il a été très clair. L'austérité, ça s'en vient. Les investissements, c'est pas pour la francophonie, c'est pas pour l'éducation. Ça va être pour le militaire et d'autres choses comme ça. Oui, Amanda? Oui, mais je pense que j'espère qu'on va utiliser cette occasion-là pour avoir une conversation sur les responsabilités des provinces et des territoires, parce que l'éducation, c'est provincial, ça a été délégué au territoire par le fédéral, et c'est constamment le fédéral qui est en train de financer les institutions qui doivent être financées par le provincial, par les autres paliers de gouvernement. Et là, quand ça ne marche pas, lorsqu'il y a des coupures, c'est fini parce qu'on dépend toujours du fédéral et lorsqu'il y a des changements, c'est vraiment drastique. Alors, on doit avoir une conversation pour que ce soit durable, les organisations francophones et les institutions. Intéressant. Alors, réponse 4 novembre dans ce fameux budget dont on aura la chance de se reparler assurément. Restez là, on s'arrête pour 3 minutes. Au retour, on va parler des élections municipales au Québec et de la place des femmes dans la campagne. Lorsque j'allais rencontrer des femmes, on me répondait presque tout le temps « Je sais pas comment tu fais
pour endurer la pression puis les critiques. Je me le fais dire énormément quand je sillonne les rues là, par les citoyens, comme quoi, vous avez du courage, une femme en politique, c'est pas facile. C'est triste pour la démocratie parce que la parité est encore loin, puis on assiste déjà à un ralentissement, là. On en parlait il y a quelques jours, le nombre de femmes candidates dans l'élection municipale qui s'en vient le 2 novembre au Québec n'a pas beaucoup progressé. Elles sont 36 cette année, comparativement à 35 sur les bulletins de vote il y a 4 ans. Pas la première fois qu'on parle de cet enjeu-là. Émilie, pourquoi on en est là? Comment on peut se rapprocher de la parité, selon vous? C'était déjà extrêmement difficile d'attirer des femmes en politique, en particulier en politique municipale, pour différentes raisons, que ce soit la conciliation travail-famille, le fait aussi que la politique de proximité, des fois, ça joue dur, ça chicane fort, c'est pas nécessairement facile. Donc, bref, les femmes se posent déjà beaucoup de questions avant de s'engager en politique. Et là, le climat social qu'on voit de plus en plus polarisé, les insultes sur les réseaux sociaux, le harcèlement, c'est très difficile là, dans un contexte comme ça d'attirer davantage de femmes parce qu'on sait, et il y a des études à l'appui, là, souvent en politique, celles qui sont davantage victimes de ces commentaires haineux-là et de ce harcèlement, ce sont les femmes. Alors là, ça devient de plus en plus difficile. C'est une roue qui tourne. J'ai l'impression qu'avec la polarisation, ça ira peut-être pas en s'améliorant dans les prochaines années. C'est sûr que les campagnes de sensibilisation pour les femmes, ça en prend. Me dire, venez en politique. Hein? Donc, il faut les attirer. Les partis aussi, ou carrément, dans le cas du DGEQ, peut-être devrait faire des efforts, là, parce qu'au municipal, il n'y a pas toujours des partis politiques, mais le DGEQ devrait, le directeur général des élections, devrait faire aussi des efforts pour les attirer, parce que 35 c'est vraiment pas beaucoup, il n'y a pas de progrès, mais ça en prend plus. Les femmes représentent 50 de la population. On devrait être 50 autour de la table en politique. Oui, et vous reconnaissiez-vous, Amanda, dans les petits extraits qu'on a vus au début, là, tout le monde vous dit ça vous prend du courage pour être en politique, oui? Absolument. Partout où on va, c'est vraiment, je sais pas comment tu fais, je ferai jamais ça. Continue, des mots d'encouragement, certainement. J'ai été conseillère municipale et je peux vous dire, après avoir travaillé au fédéral et été députée provinciale, que c'est encore plus toxique au municipal, justement parce que je pense qu'il n'y a pas de parti. Donc, on a tendance à critiquer le fait qu'il y a des partis, mais en même temps, ça crée un sens d'équipe. On se comprend, on a de l'appui, tandis qu'au municipal, on est isolé. Et je pense qu'on ne peut pas le cacher lorsque des candidates potentielles m'approchent et me demandent. Je dis la vérité, je suis transparente de ce qui se passe, mais en même temps, je veux les encourager. Il y a énormément de facteurs qui entrent dans cette décision-là de se présenter ou pas. C'est très complexe, donc on ne peut pas vraiment avoir de solution pour attirer les femmes parce que c'est complexe, justement. On ne peut pas les forcer. Mais je me souviens, avant d'être conseillère municipale, avant de me présenter, une des femmes avec qui je travaillais, une collègue au Parlement avec un caractère très fort, elle connaissait la politique et elle a appris la nouvelle que j'allais me présenter. Elle a dit « Ils vont te manger tout rond ». Donc, elle savait et moi, je ne m'ai pas fait manger tout rond, mais j'ai vraiment vite compris que c'est assez difficile. Il faut avoir la couenne dure et je ne le cache pas quand j'en parle, mais je pense que c'est plus important d'être informé, de savoir à quoi s'attendre. Dans ce temps-là, il y a moins de démissions et c'est plus transparent. Oui, savoir qu'on s'embarque dans quelque chose de pas évident nécessairement. Carl, est-ce qu'il y a des solutions pour tendre vers cet équilibre 50-50? C'est plate à dire, mais je pense pas qu'il y en a des solutions parce que c'est pas demain matin que les gens vont arrêter de vociférer sur les médias sociaux, de lancer des insultes à tout vent, de s'en prendre plus durement aux femmes. C'est pas demain qu'on va pouvoir avoir des vraies formules de conciliation travail-famille, surtout au municipal, parce que c'est une des raisons principales, là. Quand on est une élue, peu importe le niveau, mais particulièrement au municipal, c'est pas une job à temps plein, c'est une job en temps supplémentaire. C'est du 60, 80, 100 heures par semaine. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'aide. Puis au municipal, ils savent où tu restes, ils savent où tu habites, ils savent où te trouver. Alors, tu as beau vouloir faire des activités familiales, il y a une pression qui s'installe de servir tes citoyens, de régler des problèmes, puis aussi la pression de se faire réélire si c'est ça notre intention. Alors, ça devient trop et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui refusent d'embarquer dans ce jeu-là parce que le sacrifice est trop important. Pour les hommes, mais l'homme étant l'homme, c'est moins important ces considérations familiales. L'homme étant l'homme, on va se laisser là-dessus. Bravo en tout cas à tous les candidats et candidates qui mettent leur nom sur un bulletin de vote en prévision de ces élections au Québec. Carl, Amanda, Émilie, merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Au revoir.